Pour évoquer la quête d'un objet impossible à atteindre, les Romains avaient une expression « fontes nili quarere », chercher les sources du Nil. Source la plus lointaine, la plus importante ou la plus haute. Découvrir les veines nourricières du Haut-Nil, c'est découvrir l'Ouganda, la perle d'Afrique, si chère à Winston Churchill. Les savants grecs et arabes avaient déjà connaissance d'une mer intérieure, de monts couronnés de neige et de folles cascades. Ces hauts lieux du royaume ougandais ont enflammé les imaginaires et nourri 2 millénaires de quête des sources du Nil. Son apogée fut sans conteste celle des explorateurs britanniques Richard Burton et John Hanning Speke, qui s'affrontèrent au milieu du XIXe siècle autour d'une question alors cruciale. Le lac Victoria est-il la source du Nil ? Le 3 août 1858, lorsqu'après 25 jours de marche harassante, Speke découvrit l'immense nappe d'eau du Victoria Nyanza, il ne savait pas qu'il avait sous ses yeux le plus grand lac d'Afrique. Le Victoria pourrait contenir l'Irlande. Traversé par l'équateur, il occupe une dépression formée par le Grand Rift africain, liée à un réseau hydrographique compliqué qui a valu bien des migraines aux explorateurs. Le Victoria Nyanza est aussi essentiel au Nil qu'à l'Ouganda, qui semble tout posséder, sauf un accès à la mer. Qui peut se vanter de connaître ce petit pays d'Afrique de l'Est ? Depuis que je travaille ici, mes amis ne me parlent que d'Amin Dada ou d'Angola. Personne ne semble familier avec ce havre de paix, niché sur un plateau à 1100 mètres d'altitude, pays de luxuriance végétale et animale, où tout semble pousser sans peine, même les enfants. Ingénieur en construction hydraulique, j'ai travaillé une année durant sur ce grand chantier qui barre le Nil. Le barrage d'Isimba, capable de produire 183 MW afin de pallier les besoins énergétiques d'un pays en développement. Cette immersion m'a offert une occasion privilégiée de découvrir l'Ouganda et de rencontrer les Nilotiques et Bantous qui peuplent ce pays. Sur notre chantier, jusqu'à 2000 ouvriers travaillaient sous la conduite des Chinois, entrepreneurs effrénés de l'Afrique. C'est avec Manu, mon compagnon, que je me suis échappée de mon univers de travail afin de suivre ce Nil que j'admirais chaque jour en quête de ses plus beaux visages. Notre voyage commence à l'est du pays, sur les flancs du rift oriental. Nous sommes en pleine saison des pluies et notre progression est ralentie par la pesanteur de ciel prêt à nous tomber sur la tête
autant que par les éclats de joie d'une jeunesse qui semble avoir appris à danser avant de marcher. Ces terres sauvages et délaissées du Grand Est ougandais, non loin de traces anciennes de notre humanité, abritent des cultures ancestrales encore bien vivantes, terre des Nilotiques, terre des sveltes et irréductibles Karamojong. Inséparables de leur bâton, d'un repose-tête et autrefois d'une arme, ce n'est que depuis 2011 que la région a été vidée de son stock de Kalachnikov qui servait à protéger ou radier les troupeaux. C'est la bière de sorgho, c'est du sorgho un peu fermenté. Sorgho. Eric est amoureux de l'Afrique de l'Est et vit en Ouganda. Il nous ouvre les portes du territoire Karamojong. J'aime à penser que les danses du peuple Karamojong célèbrent les élans de verticalité de leurs fines et grandes silhouettes. Mais je dois l'avouer, nul n'a pu me dire pourquoi ce peuple de pasteurs guerriers aime tant sauter. Danseurs passionnés, nos amis prolongent la fête jusqu'au village et nous entraînent dans leur farandole de saut. L'appartenance à un clan et la vénération portée à la vache, assurance d'une nourriture quotidienne, caractérisent les Nilotiques du Haut-Nil. Les pasteurs ne mangent guère leurs bovins, sauf dans les cérémonies rituelles. Leur nourriture traditionnelle consistait en une calebasse de lait battu, avec une pinte de sang prélevée dans la veine jugulaire d'un animal. L'identification entre l'homme et l'animal est telle qu'à la naissance d'un enfant, on lui fait cadeau d'un jeune taurillon portant le même nom que lui. La vache reste l'élément essentiel de leur existence. Elle fait partie de la famille, du clan, et doit être protégée comme telle. C'est pourquoi, chez les Karamojong, les vaches sont gardées chaque nuit au centre de hameaux claniques fortifiés et superbement pittoresques.
Les chutes Sipi, sur les flancs du mont Elgon, méritent le titre de sources les plus flamboyantes. Il y a des milliers d'années sans doute, le rift oriental, à l'est de l'Ouganda, était bien plus lié au Nil qu'il ne l'est actuellement. Des rivières coulaient du Kilimandjaro et du lac Turkana pour se joindre au Victoria et au Nil. Aujourd'hui, seul le mont Elgon, du haut de ses 4321 mètres enfoui dans les nuages, apporte encore un peu d'eau au Nil. Quittons l'Est et ses traditions ancestrales. Quittons les sources anciennes pour celle qui a marqué l'histoire contemporaine et qui reste dans l'esprit de bien des voyageurs, la source du Nil. Le 28 juillet 1862 est un jour historique. Speke contemple les chutes de Ripon, d'où le Nil s'échappe vers le nord, vers l'Égypte. Dans son journal, il écrit « Ainsi, après bien des efforts, nous sommes arrivés au but final du voyage. Nous étions bien pavés de nos peines, car les pierres nous offraient le spectacle le plus digne d'intérêt que j'ai rencontré dans le cours de nos voyages en Afrique. Le paysage, si beau qu'il fût, n'était pas exactement comme je l'avais imaginé, car la grande nappe nous était dérobée par un promontoire des hauteurs adjacentes. Et les chutes, qui ont environ 12 pieds de hauteur sur 4 à 500 de large, sont coupées, çà et là, par des rochers. L'expédition avait désormais atteint son but. Je voyais l'antique Nil sortir du Victoria Nyanza. Sans doute, quelque peu emporté par sa quête, pêcha-t-il par emphase. Ces chutes n'étaient pas les plus belles d'Afrique. Peu importe, il n'en reste qu'un petit rocher avidement exploité. Elles ont été noyées au profit de la production hydroélectrique. Les entours de ce petit bout de terre et d'eau tant convoité sont devenus la seconde ville du pays. Jinja, bourgade tant aimée des Indiens qui tiennent les cordons du commerce en Ouganda. We have very nice nature, all organic foods, and people are very good, very easy to work with them. Yeah. Each other combination is very nice because in 19th centuries Indians are here. They know each other culture and all other things. Yeah, it's a long history between long Uganda history. I and think India. in 1895 somebody came. I think Britishers, they brought Indian from India to put a railway line from Mombasa to Kampala. Okay. And since that day, the Indians are remaining here. And that's why they know each other very well. We have a good combination in Indian culture and African culture. Gandhi was here also. And we brought, our culture when somebody died and we remaining the ash. We brought here in Nile River. Even there is another statue is there down there. Okay. Yeah. Jinja we love actually, and very peaceful town. In I think whole Uganda, Jinja is the best town. Well organized, but still the road is not good, but well organized olden days. You can walk with your kids, our wife and children, they freely move in Jinja, there is no problem. You give Ramadan one.
Le Nil a fait les hommes qui ont bâti ces civilisations, a écrit l'archéologue et journaliste Bernard Nantais. Des sources au delta, un même esprit a habité le pharaon de la Basse-Égypte et le moine des montagnes de la Lune, le prêtre des temples de Thèbes et les devins du lac Victoria, le pasteur perché sur une jambe dans les marais du Soude ou le paysan du Fayoum. Il n'aurait rien été sans les limons arrachés au cœur de l'Afrique. Wari et sa famille habitent sur les rives paisibles du Haut-Nil, à côté du barrage d'Isimba, en amont du plus grand fleuve au monde, 6700 km en compétition avec l'Amazone. Ses fils travaillent sur le barrage et d'une rencontre impromptue est née une amitié. L'intimité partagée avec la famille de Wari fut un cadeau précieux de la part de ces gens dont la vie semble bien fragile. We dig from Monday up to Saturday. Then on Sunday only, that is the day we rest, and then we go to church. Où que ce soit sur les rives du Nil, on pourra entendre jusque tard dans la nuit des années paires cris de fierté et tambours battants de la tribu des Bagissous. C'est grâce à Wari, à mon immersion avec locaux et ouvriers,
que j'ai pu vivre et filmer ce rituel important dans la vie d'un adolescent Bagissou. Sans dénoncer ou interdire des traditions au caractère rude et fortement ancré, les autorités essaient plutôt d'accompagner ces pratiques de circoncision, souvent confiées à des gens sensibilisés et formés. Did he think of something special at that moment? That there he feels happy because it's their culture. You said that this thing is very important for them because of they had it from the Vazei. From the old people. Okay. Yeah. Now they are also, they must go to the way the old people were trying to do. Mm-hmm. Dès sa naissance, le Nil est là, sans ambiguïté, avec son emblème royal, le papyrus, qui ne pousse dans aucun autre fleuve au monde. Avec son ombrelle qui projette des ombres délicates, le papyrus a l'allure d'une plante échappée d'une estampe japonaise. La moindre brise fait ondoyer ces forêts qui couvrent les marécages infestés de moustiques. Sa tige sert à tisser des nattes qui couvrent les sols ou les toits. Son nom viendrait de l'égyptien ancien signifiant royal. Le papyrus est la plante reine du Nil. And now I'm your captain. Captain Kenneth. Yeah. Today we are going to fish. All right. Caroline and I are going to fish. Yes. Now we are heading to the floating islands. This is Lake Kyoga. You cannot drown. Come on. We are drowning. Help! Help! We are drowning. Help! You cannot drown. We're in the middle of Lake Kyoga, plenty of water in the boat, and he's telling us you cannot drown. At what percent?
Send us in. So how many fish? That's the beautiful one. Kalidingi. Fish or no fish? Hey, fish. Usually I bring luck to the fisherman. Usually I do. Nenga waze wagenda. Tuko. Tomanja. Le lac Kyoga est une vaste étendue très peu profonde, tentaculaire, marécageuse. Un de ces obstacles qui ralentit le Nil et l'expose à une intense évaporation. Tout comme son aîné, le lac Victoria, le Kyoga est envahi par la jacinthe d'eau, le schistosome responsable de la bilharziose, ainsi que la célèbre perche du Nil, introduite dans les années 50, poisson vorace qui dévore tous les autres sur son passage. How many kilo for this one? This one, 15 kg. 15? Yeah. Et puis soudain, le Nil tout entier se jette dans un étroit sillon d'écume et de fureur qui font oublier les louvoiements placides de son enfance. 7 mètres de largeur creusée dans le granit est tout ce que la nature a bien voulu laisser au Grand Nil pour sauter une marche de 43 mètres. Sans doute, le Nil s'y sentait trop à l'étroit, car depuis quelques années, une partie de ses eaux se sont frayées un autre chemin. Les chutes Murchison doivent leur nom au président de la Société royale de géographie, tout comme le parc national qui les entoure.
giraffes are one of the animals they are researching on. So according to the researchers, there are over 1,000 giraffes in this park. Previously, they used to be only on the northern side because the northern side is a very conducive area for the giraffes. It has a plenty of acacia trees, which is their favorable food. Where the vegetation is low, that's where you get mostly female and young ones. Like around here where some have taller trees, these are mostly comprising of the male ones, which can be, a tall giraffe can be able to feed up to around 5.8 meters, because a tall giraffe can reach up to 5.3 meters tall. Me, I could prefer the open savanna because I grew in the floodplains. I'm not used to the weather in the forest. However, for the purpose of learning wildlife, I would also prefer to have more experience in the forest parks. The gorillas, the chimpanzees, the golden monkeys, yeah, which are found in the forested areas. During my period I'd been here, I never interacted in getting like rangers being killed by the animals and so on. Yeah, it is a very rare incident. Le jour est consacré à une observation studieuse des animaux. La nuit, alors que nous campons seuls, le lion, tout adepte de safari, rêve forcément d'une rencontre inoubliable avec les grands fauves. Pour cela, mieux vaut se lever tôt et s'armer de patience. Et quand nous les apercevons enfin, il n'y a que la raison pour retenir nos élans de caresse. Et que dire des éléphants? Leur démarche indolente et leur regard pétri d'intelligence hypnotisent les voyeurs que nous sommes. Jusqu'à leur charge,
Outaban, notre ranger, de sa voix résolument calme, nous sommes de reculer tout en chargeant son fusil. Le reconnaissez-vous? C'est qu'on ne le voit plus guère, tant il a été décimé. Mais qui mieux que le rhinocéros nous plonge dans des temps antédiluviens. En Ouganda, on comptait encore 700 rhinocéros en 1955. Les derniers en liberté ont été vus en 1983. Alors, au ranch Ziwa, pas moins de 80 rangers essaient de protéger 22 rhinocéros blancs encerclés par 2 mètres de clôture électrique. L'intention est de les réintroduire dans le parc national de Murchison, une fois que Ziwa comptera plus d'une quarantaine de spécimens. Mais personne n'ose trop y penser, tant le risque d'attirer les braconniers est grand. Le Nil se jette une fois encore dans un lac, le lac Albert. Son delta étant un extraordinaire refuge pour la faune du parc Murchison. C'est à Samuel et Florence Baker, en quête des sources du Nil, que revient en 1864 la découverte du Lutanziga, le lac dont la clarté tue les sauterelles. Cette autre source du Nil ne ressemble en rien aux précédentes. L'eau y est pure et limpide, comme tout ce qui descend des montagnes. On ne s'y attendait guère. Sortir le drone fut à chaque fois une véritable fête, aussi joyeuse que stressante pour son pilote.
Aussitôt jeté dans le lac Albert, le Nil s'échappe à quelques kilomètres seulement de son delta vers le nord, vers le Soudan du Sud. Il longe le territoire des Nilotiques Acholi, dont les danses extraordinaires relèvent d'un véritable exploit sportif. Okay, let us pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord Almighty, we want to say thank you for your mercy. We want to say thank you for your protection. We want to say thank you for your blessing, King of glory. Be fulfilled in this place, in the name of Jesus, into our life, Jesus. My God, my Maker, may you take us to another level, King of glory. Let the holy angel, my Master, King of glory, fight for our battle. We pray all this and believe in Jesus' name. Amen. This is our grandfather. He's called Lakwa Sime. He's our grandfather. He's the big papa of this home. And he's welcoming you people so much. And he's very happy to see you people. Gloria. Man eniti la tempanyera la tema wan mon me pajuni. She's called Ajok Gloria. And she's my mom, though she's called to my mom, but she's my mom. I love her so much. She's a wife to the family, and she's very happy to be here and welcoming you, our visitors. Whoa! I want to me no cool. This one is telling her to hurry so much. C'est au Soudan du Sud, le jour de son indépendance en 2011, que j'ai pour la première fois admiré la richesse et la diversité des danses des peuples nilotiques riveraines du Nil. Menées chez les Acholi par une femme au sifflet et le maître au tambour, elles sont un véritable jeu d'échange et de séduction entre les hommes et les femmes.
Now, I was talking about the chief of this place, was the first one. Now, he was called Atiko. Why the place derived Atiko? Because we belong to him. We are the son and the daughter of Atiko. That's why this place is called Patiko. We belong to the chief. Now, with that, it led to migration of people because they started even taking people to become slaves from this place. They were screening beautiful girls from here. And some boys also were taken from here. Strong ones were taken from here. And they were transported right from here to Sudan. On foot, via the Red Sea, they were transporting these Africans to other parts of the world. Le fort à Patiko fut créé par l'explorateur Samuel Baker en 1872, suite à sa victoire contre les Arabes qui exploitaient en ce lieu les esclaves locaux depuis plusieurs décennies. They have to kill you in front of people seeing you so that they scare people not to run. And from this position, this is where they were picking the beautiful girls. And some boys were taken. And the weak ones were not allowed to move. Or they killed them because they want to keep the secret of this place. Beggar is considered like a savior, like a hero. Because, as I was telling you, Becca was an explorer. Secondly, he came back to stop slave trade in this area. Now people welcome him. That's why we are just friendly to the white people after today. And the judge have to sit up here. And all these slaves, if you're hardly disabled earlier, they brought you here. Now they come and put to lie down like this. When you lie like this, they cut off your head from this side. Now we have this one here. This is as a result when you have a tiny neck. When you have a tiny neck, it hits the rock heavily. But if you have it hits the rock light like this, but everywhere here, they were killing people here. Do you love this place? I love it. Why do you love it? This is because this is the best job that I've got after my school. And it's why I love it because it's giving me a lot of friends. It's exposing me to many people. And also it's recovering me from trauma. We suffered 20 years of war. And I have friends that I can talk with. I have time for prayers in this place. And I have many friends who comes. Now, when you talk about the war, you talk about the LRA. LRA, yeah. So that was 20 years of suffering here. 20 years of suffering. And how was it? It was not an easy time. People were killed. You were here. I was here. I was born from this place. You can in 1 week you can eat 2 times. At this time you will not see anyone around. You have to go and hide. And this is a hiding position. Also, we are hiding from this place. Les Acholi sont sans doute une des ethnies qui a le plus souffert en Ouganda. L'esclavagisme, les razzias des Karamojong, les répressions sanguinaires des présidents Amin Dada puis Obote jusqu'en 1986. Et enfin, la LRA, armée de résistance du terrible Joseph Kony jusqu'en 2000. Ce sont encore eux aujourd'hui qui accueillent un flux de réfugiés venus du Soudan du Sud et du Congo. I am the project director for Jesuit Refugee Service here in Germany, and its mission is to accompany refugees. So this makes us look at refugees as part of a community that needs support. So in our vision, to see them settle and rebuild their hope and resilience to survive, we mostly provide them educational services. We also do peace building and conflict resolution and reconciliation. I have been a refugee myself in 1979-80s during the fall of Idi Amin, and then coming in Obote. We ran into refuge in South Sudan. Oh, so you ran in South Sudan? Yes, actually. we were refugees. By then I was just a small kid from my primary 6 when we ran. So the life in refugee life as a thing has informed my life, and all our primary education we got it from South Sudan. And we came back here in 1986 when the current government took over. And that's why I still remember my refugee life vividly, and all my work, I want to give it to those who helped me survive, first of all, educate me back in South Sudan. And here I am still working with them because I still remember a condition of a refugee. You run, you lose everything except your life if you are able to cross to another country.
Well, in Uganda, when I'm in Uganda, I feel I'm with my brothers and sisters. I feel at home. I don't have, because I don't experience any difference between me and people in Uganda, especially in Germany. But the difference is only that I'm not privileged to get a job. Yeah. Completely, which renders me unable to help even my family. And why can you not get a job? Well, it's very difficult. I'm not an asthma. All the jobs advertised here requires national ID card of Uganda, and even if a refugee comes, it's difficult. There are many educated people who are sitting in the camps. We have South Sudanese refugees. We have Congolese refugees who are coming over. We have very many. When you go to the cities, we have asylum seekers from, say, Somalia, asylum seekers from. So, you know, Uganda has become what we call a global village. You see? Uganda, in some ways, has become a global village, by the way. It's the only area which is at peace. That makes a difference. Yeah. But you still want to go back? I still want to go back. I'm the elder son of this family. And I was the breadbasket of this family. But now, I'm unable to do what I was supposed to do. I was doing. This one makes me sad all the time. Not only now, makes me sad. Comme tant d'autres, Daniel a fui à 3 reprises déjà le Soudan du Sud en guerre. L'Ouganda est un exemple fort intéressant dans sa gestion des réfugiés. État pivot de l'Afrique de l'Est, il n'a pas seulement été au cœur des négociations du dernier accord de paix pour le Soudan du Sud, il héberge actuellement plus d'1 million de réfugiés pour un pays qui ne compte qu'une quarantaine de millions d'habitants. Ne cherchez pas en Ouganda des camps de réfugiés qui étalent des milliers de tentes encerclées de hauts barbelés. La plupart des réfugiés reçoivent un petit lopin de terre. Ils sont accompagnés, ainsi que la population hôte, par les ONG et le gouvernement, même si les actions ne sont pas toujours à la hauteur des ambitions. Les grands absents des magnifiques plaines de savane sont les primates, habitants des forêts qui couvrent le sud-ouest de l'Ouganda. Les chimpanzés qui se laisseront approcher se trouvent dans le parc de Kibale. C'est au prix de plusieurs années et d'innombrables heures d'efforts pour les suivre, les observer, les étudier et les habituer à notre présence, que les scientifiques et les rangers ont réussi à nous offrir une telle proximité. Sabrina Krief est primatologue et travaille depuis 20 ans dans la forêt de Kibale. Aujourd'hui, il reste environ 200 000 chimpanzés sauvages en Afrique. En Ouganda, on estime environ 5 000 à peu près. Et on estime qu'il y a 70% des populations de grands singes qui ont disparu au cours des 50 dernières années. Et les principales menaces sont la perte d'habitat, tout particulièrement à cause de l'agriculture. Dans le parc de Kibale, c'est un peu particulier puisque c'est un parc qui a permis la préservation d'un millier de chimpanzés, mais d'un autre côté, l'exclusion des populations humaines du parc.
Donc les gens qui vivent à la bordure n'ont plus de connaissance vraiment de ce qui se passe à l'intérieur du parc, ni de la faune ni de la flore. Et le seul moment en fait où ils voient la faune sauvage, c'est quand celle-ci sort du parc pour aller piller les plantations. Donc on se trouve dans une zone où le conflit est intense. Et donc nous, notre objectif aujourd'hui est d'associer la recherche à des choses et des activités très pratiques qui consistent à essayer de voir comment améliorer la situation. C'est-à-dire ne pas avoir des zones avec des plantations de maïs juste à la bordure du parc qui sont très appétantes et pour les éléphants, pour les chimpanzés et pour les babouins et qui vont contribuer à la misère des populations humaines qui vivent autour. Et également de réduire l'impact de ces activités humaines qui sont génératrices de pesticides, d'intrants chimiques. Et on voit aujourd'hui sur les chimpanzés qu'on étudie des effets très forts de ces usages de produits chimiques, puisqu'on a 30% des chimpanzés qui ont des malformations faciales. Pour nous, le seul moyen pour que ça marche, c'est que les communautés locales se sentent concernées. Et qu'au lieu d'avoir des effets néfastes associés aux chimpanzés, aux éléphants et aux babouins, il y ait des effets positifs. Donc ce qu'on essaye de mettre en place, c'est des cultures qui soient sans intrants chimiques, qui puissent permettre de générer donc des meilleurs revenus, donc des cultures bio, équitables, et que du coup, les gens sachent que c'est grâce aux chimpanzés et aux gorilles, ou aux chimpanzés et aux éléphants, qu'ils ont des meilleurs revenus. Je pense qu'il y a quelque chose qui est assez particulier en Ouganda, c'est que l'autorité qui gère les parcs, l'Uganda Wildlife Authority, dépend du ministère du Tourisme. Et donc, il y a un lien très fort entre les revenus que génère la faune et leur protection. Donc si aujourd'hui les gorilles sont en augmentation numérique, il n'y a pas de mystère. C'est bien parce qu'ils génèrent des revenus et que ça permet de faire vivre à la fois les populations qui vivent autour et les autorités qui permettent la protection. Donc il y a des rangers qui sont présents, c'est organisé, il y a vraiment quelque chose qui est très caractéristique pour l'Afrique, qui est une volonté de conservation et de développement du tourisme. Les Ruwenzori. Voilà bien un lieu empreint de mystère qui a longtemps nourri mes rêves de découvertes africaines. La jeune fille que j'étais, accrochée à son livre de chevet qui décrivait un monde enfoui dans les nuages, un univers de boue et de plantes géantes, ne savait pas encore que se trouvaient là les plus hautes sources du Nil. My name is Berenguer Khan. My name is Vampire Francis. I am called Nicola Milton. Grand Boniface. Guide Alfred. The big boss, Baruch Felix of the team. King Solomon, the chef. Thank you so much, everybody. Les Ruwenzori sont un parc national protégé. Nul n'y va à sa guise. C'est donc avec cette équipe enthousiaste
que nous partons à l'assaut des différents étages du massif. À l'ombre de géants embrumés, nous déambulons au travers de champs de fougères, de fouilles de bambous, de forêts humides, sur des tapis de mousse ou des troncs entrelacés. Nous grimpons dans un monde qui semble nourri d'eau et de poésie, en quête de la faune et flore endémique des forêts de nuages. We are in the third zone, which is the bamboo or the Millopiscis zone. The bamboo or the Millopiscis zone is interdicted with so many other plants. Like this plant, it is called a Podocarpus. It has some other plants hanging on it. These plants hanging, we call them the Usenia plants or a Mireju. On the other hand, we say it is the man's beards. Omuleju, we compare it with the beards of a man. This is a zone that is between 2,000 to 3,305 meters above sea level. The Erika zone has got some other plants like the moss hanging on top. So the moss plants are also one of the beautiful plants in the rainforests. D'un rebut de glace qui culmine à 5109 mètres, s'échappe une veine du Nil. Peut-être du haut des cimes des monts de la Lune cités par Ptolémée dans son manuel de géographie en l'an 150. Avec un nom aussi enchanteur, ces montagnes prisonnières des nuages ont fait rêver tous les explorateurs. Under this forested type of Lobelia wallastoni. This is one of the types of the lobelias. The first one, which is the most beautiful, is the giant lobelia. The giant lobelia, it is that huge type of lobelia that opens during day, during night it closes. And we have got 4 types of the lobelias. We have the giant lobelia, we have the Lobelia banquet, we have the Lobelia wallastoni, we have the Lobelia geberoa.
Les Ruwenzori ne sont pas d'origine volcanique, mais bien un massif essentiellement granitique, issu de la poussée tectonique des plaques, qui abrite le pic Margarita, 3e sommet d'Afrique. Il s'étire sur la branche occidentale du rift africain, appelé le rift albertain, à l'ouest de l'Ouganda. L'histoire du Nil a commencé il y a près de 4 millions d'années. Il doit son existence à la formation du grand rift d'Afrique. Divisé en 2 branches, le plateau ougandais, on lui doit les grands lacs. C'est dans ces fractures que le Nil prend ses sources. Le Nil bleu naît en Éthiopie, le Nil blanc au Burundi. Car n'en déplaise à Speke, c'est bien du mont Kikizi, tout près du lac Tanganyika, que jaillit la source la plus éloignée. L'activité volcanique du rift albertain est encore bien visible, avec une multitude de cratères et de caldeiras, volcans effondrés, qui dessinent le paysage au pied du massif des Ruwenzori. Cette partie du pays est aussi la plus verte, la plus riche, la plus densément peuplée, et où se justifie aisément un des plus importants taux de fertilité au monde. Here, you are, as how you have told me that in France there is it is a public, but for us here, we as a Ugandan, the government schools are very far, and we have a large number of children. Population is very high here in Uganda, so the area, the parents they come together. They start a school called a community school. We have 6 teachers. Yeah. How many children? The children we have 198. I'm the one who also organized this thing, mobilizing the parents, find that we have a community school here. Because you live here? Yeah. Okay. Yeah. And you have children? I have 2. And they are in this school? They are in this school. Okay. Yeah. That's nice. It was the good night, walking together. I remember it was the day I woke home at Le parc national de la Reine Elisabeth, au sud des Ruwenzori, est un joyau de l'Ouganda. Les animaux pestent au pied des cratères qui jalonnent la piste jusqu'au lac Édouard, lac de rift frontière avec le Congo, relié au lac Albert et au lac Georges. On doit de tels paysages aux intenses activités tectoniques survenues 7 à 10 000 ans avant notre ère.
le rift albertain est une terre sublime, où s'entremêlent volontiers l'eau, la terre et les nuages. Sans doute, les nombreuses sources du Nil ont donné il y a bien longtemps une chance à des primates d'accéder au rang des humains. Certains auraient suivi le recul des forêts. Leurs descendants sont peut-être les derniers grands gorilles des montagnes, habitant les flancs des volcans Virunga. Le dernier recensement de 2018 est encourageant. Le nombre de gorilles des montagnes a dépassé la barre symbolique des 1000 individus. Ils sont partagés entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda, qui en hébergent plus de la moitié. Alors oui, côtoyer ces bêtes 1 heure seulement revient cher. C'est pourtant le prix de la conservation d'une espèce qui aurait depuis longtemps disparu si les locaux ne récoltaient pas quelques bénéfices de notre curiosité. Friday. Tembea mita 100 usimame. He's called David. Hello. Hi, David. He's called Sam. Hi, Sam. It's Sam. So those are the who have located the group. So what you're going to do is to get the cameras ready, and then we switch off the flash. Plug not open. Is it true?
Des sources du Nil aux sources de l'humanité. Comment ne pas comprendre qu'un fleuve aussi majestueux ait été l'objet d'une convoitise ardue et passionnée? Sa puissance fascine. Elle divise aussi. Question de pouvoir, de vie surtout. Car ce qui n'est qu'abondance ou pénurie en amont représente la vie et la mort en Égypte. Le Nil est un don de l'Afrique à la terre des pharaons. L'enjeu du XXIe siècle n'est plus tant la source que l'exploitation du fleuve. Les grands barrages défient la suprématie de l'Égypte. Ils imposent un nouveau paysage au Nil et la nécessité d'un partage équitable de sa ressource. Chantal Edel, historienne des explorations, nous offre le plus bel éloge des quêtes du Nil. Autant qu'un Graal, les sources du Nil sont les 100 têtes d'une hydre qui fascine ses adorateurs. Elles sont aussi un nom de l'ailleurs et de l'autre, dont la découverte est toujours unique, essentielle. Chercher les sources du Nil, c'est découvrir l'Afrique.